Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, au journal de ce samedi 25 avril 2026, dont voici les principaux titres. Ce 25 avril, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la lutte contre le paludisme. Au Burundi, plus de 5 millions de cas de paludisme ont été enregistrés au cours de l'année 2025. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé fait savoir que c'est possible de mettre fin à cette maladie grâce aux nouveaux vaccins et technologies innovantes. Les habitants de la commune Bururi, en province de Burunga, appellent les autorités administratives à réhabiliter la route qui les lie avec la zone de Kigwena, en commune Rumonge, car les conséquences sont multiples. Et concernant le sport, la formation de Lukinzo, qui représente le Burundi à la Ligue des champions de volleyball, a déjà subi 3 défaites. Malgré cela, l'entraîneur de cette équipe croit à la qualification pour le second tour. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement du journal. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page santé. Le monde célèbre ce 25 avril la journée internationale de la lutte contre le paludisme. L'Organisation de la santé OMS fait savoir que le paludisme reste un problème majeur de santé publique. Cette maladie mortelle est causée par des parasites du genre Plasmodium, transmis par des piqûres de moustiques. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé donne l'espoir que mettre fin au paludisme de notre vivant est à portée de main grâce à de nouveaux vaccins, traitements et outils de lutte contre le paludisme ainsi que des technologies innovantes. Au Burundi, plus de 5 millions de cas de paludisme ont été enregistrés au cours de l'année 2025, les plus menacés étant les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Au cours de l'atelier média de ce vendredi, Dr Mathias Savimana, directeur du programme national de lutte contre le paludisme, a tranquillisé néanmoins que les cas de paludisme ont sensiblement diminué ces derniers mois. Je vous propose de l'écouter. On vient de terminer la campagne de distribution de masse de MIRDA. Cette distribution a fait que, d'après les données à notre disposition pour le moment, on voit vraiment la baisse de la tendance des cas. Et imaginez, il y avait un district par semaine rapporté 8 000, 9 000 cas, mais pour le moment, le district qui rapporte beaucoup de cas rapporte 2 000 cas. Ça, c'est un pas qu'on a pour le moment et nous souhaitons que cette tendance continue à baisser. Pour l'année 2025, toute l'année, on a eu 5 142 589 cas testés positifs et parmi ces cas, il y a eu 101 822 qui étaient des femmes enceintes et 1 969 53 cas, c'était des enfants de moins de 5 ans. Et nous déplorons aussi 1986 cas de décès qui ont eu lieu durant l'année. Alors que notre objectif est que d'ici 2027, on ait 0 cas d'effet liés au paludisme. Donc, nous sollicitons votre contribution pour que on puisse réduire le nombre de cas de paludisme, on puisse arriver là où on a 0 cas de décès liés au paludisme. Passons à la page gouvernance. La Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU en sigle, ainsi que l'Association des employeurs du Burundi exigent des éclaircissements quant aux réels propriétaires du patrimoine de l'INSS. Dans une correspondance adressée à la primature, les 2 syndicats ont clairement demandé au gouvernement burundais de cesser de prendre unilatéralement des décisions impliquant les fonds des travailleurs. Plus de détails avec Josiane Modaneza. La missive en question débute par l'étonnement de la COSIBU et de l'AEB. En effet, les employés et les employeurs ne comprennent pas pourquoi le ministère des Finances gère les fonds de l'INSS comme s'ils appartenaient au gouvernement, alors qu'il n'en est rien. En effet, lit-on dans leur correspondance, datée du 22 courant, à sa création le 20 juillet 1962, l'INSS a hérité d'un banc de trésor non approvisionné de son prédécesseur
employeur, l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer, au sommet sigle, et depuis lors, il fonctionne grâce aux cotisations payées par les employeurs affiliés et les travailleurs assurés, l'État n'ayant participé ni financièrement ni patrimonialement pour son démarrage, raison pour laquelle l'INSS et l'AEB disent avoir été scandalisés d'apprendre qu'un projet décret portant modification du décret numéro 100/034 du 26 janvier 1990 portant réorganisation de l'INSS est en train d'être élaboré pour être acheminé aux instances habilitées sans avoir consulté les deux autres partenaires copropriétaires de l'INSS, à savoir les représentants des travailleurs et ceux des employeurs, d'où il a été demandé au Premier ministre de suspendre ce processus illégal qui viole le Code de la protection sociale ainsi que les principes fondamentaux de l'OIT sur la gouvernance des organismes de sécurité sociale fonctionnant sur base des cotisations des employeurs et des travailleurs. Merci Josiane Mouzaneza. Le transfert des employés du ministère de la Justice a perturbé les familles. Ces employés affirment qu'ils étaient déjà endettés et qu'ils perçoivent des salaires faibles, ce qui rend désormais leurs conditions de vie encore plus difficiles. Ils demandent au gouvernement d'examiner la possibilité de les rapprocher à nouveau de leur famille. Le point avec Rémi Ndelagakura. Un employé de la commune de Moaro, situé dans la province de Gitega, et révérend de ce ministère, a confié à la RPA qu'il avait dû recouvrir un emprunt pour construire son habitation. Face à la faiblesse de son salaire, il complète ses revenus par des activités agricoles afin de faire vivre sa famille. Au sein du foyer, la personne concernée avait pris des initiatives en contractant un crédit. J'habitais à la maison, j'ai pu demander un crédit, ce qui m'avait permis d'obtenir un petit logement. Nous nous étions organisés en exploitant les parcelles que nous avions acquises progressivement pour subvenir à nos besoins. Cependant, depuis que j'ai quitté le domicile familial, ce n'est plus possible de cultiver ces terres comme auparavant, ce qui compromet sérieusement la capacité à assurer notre alimentation. Selon lui, ces affectations loin du foyer fragilisent fortement les ménages. Entre le coût élevé du logement et celui de l'alimentation, il compte tenu des indemnités insuffisantes. Il devient très difficile de subvenir à ses propres besoins tout en prenant en charge les membres de sa famille qui restent à domicile. La situation nous a complètement déstabilisés. La personne était déjà endettée et vous comprenez, c'est difficile de vivre avec de telles dettes. Aujourd'hui, pour se loger, on nous demande 70 000 francs pour une simple chambrette, une somme qui dépasse même mon salaire. Le coût de la vie est très élevé, ce qui rend la situation encore plus difficile. Nous avions une seule famille avec des enfants scolarisés, mais désormais, nous sommes contraints de faire vivre déménager, celui sur le lieu d'affectation et celui resté au foyer. S'il n'y avait pas ces dettes que nous avons contractées, nous aurions déjà renoncé à cette situation. Ainsi, il en appelle aux autorités pour qu'elles examinent des mesures susceptibles de leur permettre de se rapprocher de leur famille. Merci Rémi Ndelagakura. RPA. À présent, page éducation. La récente décision prise par le responsable de l'éducation dans la zone de Makamba, consistant à regrouper tous les élèves de la 9e année afin qu'ils étudient ensemble, est une mesure qui risque de compromettre leur rendement scolaire au lieu de l'améliorer. C'est ce qu'affirme Eulalie Nivizi, ancienne présidente du collectif Bafashevige et observatrice attentive du secteur de l'éducation au Burundi. Eulalie Nivizi recommande à ses responsables de maintenir ces élèves dans leurs établissements respectifs afin qu'ils continuent à être suivis par leurs enseignants habituels. Elle estime également qu'une initiative visant à renforcer le niveau des élèves aurait dû bien être préparée dès le début de l'année scolaire. Suivez plutôt Eulalie Nivizi. Cette pratique de mélanger les élèves de 9e année fondamentale dans une même classe, alors qu'ils n'ont pas les mêmes professeurs, alors que les besoins ne sont pas identifiés, là c'est une pratique qui est antipédagogique. C'est une pratique antipédagogique parce que à la dernière minute, le dernier mois avant la passation de l'examen d'État, c'est pas le moment approprié pour que les élèves de plusieurs écoles soient mélangés. À ce moment-là, ils sont sous stress. Les élèves qui ont bien suivi les cours savent à le niveau qu'ils doivent
renforcer. Ils savent les cours, les chapitres qu'ils doivent renforcer. Ils ont besoin de se concentrer et de consulter un des élèves les plus forts ou de consulter le professeur pour demander des explications. Mais si ils mélangent ces élèves à la dernière minute, en faisant asseoir un élève avec un autre élève d'une autre école, il n'aura pas du tout service parce qu'il aura perturbé ses élèves. Ces élèves ne se connaissent pas, ces élèves ne sont pas disposés à partager leurs connaissances et ces élèves-là ne sont pas préparés à cette pratique-là. La meilleure façon de le faire, c'est que le directeur zonal de l'éducation devrait d'abord consulter les professeurs et leur demander la meilleure façon de relever le niveau des élèves qui ont un niveau bas. Et cela ne devrait pas se faire à la dernière minute. Et ce moyen de renforcement mutuel devrait être adopté le plus tôt, au premier trimestre. Le directeur de zone devrait consulter les professeurs et peut-être après les tests habituels qu'ils organisent intercommunales et en échanger avec les professeurs et adopter une stratégie commune de renforcement mutuel des écoles. Mais ce moment-ci, c'est le moment où les élèves n'ont pas besoin de se mélanger, où les élèves n'ont pas besoin d'être perturbés, mais ont besoin de concentration. Parlons société. Les habitants des zones Vignuro et Vianda de la commune Bururi en province de Burunga demandent aux autorités administratives de s'activer pour que la route qui les lie avec la zone de Kigwena en commune Lumongue soit réhabilitée. Ces citoyens indiquent que les conséquences dues au mauvais état de cette route sont nombreuses, entre autres la hausse des prix des marchandises et du transport. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Le tronçon de la route qui lie les zones de Kigwena de la commune Rumongue et le chef-lieu de l'ancienne commune de Vianda. Pour le moment, en commune de Bururi, toute de la province de Burunga se trouve sur une distance d'au moins 20 km. Notre source raconte que ça fait beaucoup de temps que cette route est endommagée, ce qui handicape la circulation. La route qui joint les zones de Vianda et Vignuro en commune de Bururi avec la zone Kigwena en commune de Rumongue en passant par la colline de Nyabukumba est impraticable depuis longtemps. Elle a été altérée en tel enseigne qu'aucun véhicule ne peut y passer. Seules quelques motos peuvent y circuler et cette route nous était d'une importance capitale. Comme conséquence, les marchandises en provenance de Rumongue ont été revues à la hausse, de même que le prix de transport qui est passé de 10 000 à 25 000 francs pour se rendre à Rumongue, Nyanza et Makamba. Pour les trajets de Rumongue, Nyanza et Makamba, le prix de transport était de 10 000, mais habituellement, il est passé de 25 000 francs. Les commerçants qui s'approvisionnent sur les marchés de Rumongue sont obligés de contourner par Bururi et les marchandises montent de prix. Également, pour ceux qui se déplacent vers Bujumbura, le prix de transport est passé du simple au double. La situation se présente ainsi au moment où les promesses de l'agence routière du Burundi ARB en sigle pour la reconstruction de ce tronçon n'ont pas été tenues. Ceux qui se déplacent de Bururi à destination de Matana et Bujumbura éprouvent des difficultés en matière de prix. Par exemple, de la zone Vianda vers Bujumbura, on paie une somme de 35 000 francs alors que normalement, il ne dépassait pas 17 000. Il y a certains mois, une agence du gouvernement nous avait promis qu'elle allait raccommoder cette route, mais en vain. Nous demandons alors à nos responsables d'exercer une pression au gouvernement afin de reconstruire cette partie et que la circulation reprenne normalement. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Godelive Nhakirutimana, administrateur de la commune de Bururi, pour recueillir sa version. Merci Emmanuel Nyungeko. Les consommateurs des boissons de la Braroudi en commune Muyinga, province de Buhumuza, indiquent que ces produits se font rares depuis 2 mois. Ils ajoutent que même lorsqu'ils sont disponibles, certains commerçants ne respectent plus les prix officiels et les vendent à des prix exorbitants. Ces consommateurs demandent à la société Braroudi de leur approvisionner suffisamment en boissons. Ils appellent également les autorités administratives à suivre de près la commercialisation de ces produits. Notre confrère Elvis Nyomongere pour plus de détails. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les consommateurs de boissons Braroudi indiquent que depuis près de 2 mois, ces boissons sont rares sur les marchés de la commune de Muyinga.
Elle précise que même lorsqu'elles sont disponibles, les prix ont fortement augmenté, presque le double, et que certaines variétés ont même disparu, comme le témoigne un habitat de la localité. Vous comprenez que le prix peut atteindre 5 000 et encore, ce n'est pas pareil partout. Sur certaines collines, par exemple, la primule peut coûter jusqu'à 7 000 francs, tandis que la moustelle devient introuvable. Ces habitats disent également ne pas comprendre pourquoi les commerçants ne respectent plus les prix fixés par l'État alors qu'eux-mêmes s'approvisionnent au plus du dépôt situé au chef-lieu de la commune. Il y a des commerçants qui retirent les boissons dans les dépôts appelés mégas, notamment celui de Mukoni. Les patrons abonnés à la Brahoudi s'y approvisionnent, puis redistribuent ces boissons vers les centres, les marchés, les zones et les communes. C'est également ce dépôt de Mukoni qui les ravitaille. Les consommateurs de boissons Brahoudi, y compris ceux qui l'utilisent lors de cérémonies, demandent à la société Brahoudi de penser à eux en assurant un approvisionnement suffisant afin de faciliter les activités. Ils sollicitent aussi l'intervention des autorités administratives pour contrôler la commercialisation de ces boissons afin que les prix officiels soient respectés. Merci Elvis Niyomongere. Dernier dossier du journal avec la page sport. La formation de Lukinzo qui représente le Burundi à la Ligue des champions de volleyball s'est inclinée ce samedi pour la 3e fois face à l'équipe de Port Autonome de Douala par 3-7 à 1. Malgré ces défaites, l'entraîneur de cette équipe, Jean-Marie Gahungu, croit à la qualification pour le second tour. Suivez-le. Hier, on a joué contre une équipe qu'on n'a pas encore croisée. On ne savait pas le secret de le jeu. On a essayé de nous défendre. Nous avons un handicap qu'on a pu constater, qu'on n'a pas eu le temps suffisant pour essayer de perfectionner durant les entraînements. Je dois dire qu'on était en pleine compétition chez nous. Et la compétition de chez nous n'a rien de ressemblance avec celle qu'on est en train de connaître ici. Mais directement, on a eu à peine une semaine de se préparer. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'espoir. On est en train de nous bâtir. On est en train de constater nos points faibles. Et on a les matchs, on a les entraînements. Mais je pense que mes joueurs, ils comprennent vite. Je dois dire que même aujourd'hui, ils ont essayé de bien jouer par rapport à hier. D'autant plus que les adversaires n'étaient pas les mêmes. L'espoir est là. Je suis sûr et certain qu'on va perfectionner en cours de route. Pour les 2 matchs qui restent, Lukinzo va jouer contre des équipes du Kenya et du Cap-Vert. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce samedi 25 avril 2026. Merci de votre attention. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Excellent week-end à tous.